Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que on fabrique du fromage, quels sont les problèmes de cache-route qui se posent dans la fabrication du fromage, et quelles sont les directives rabbiniques instituées depuis longtemps pour cette fabrication du fromage. Donc il faut savoir, tout d'abord, comment on fabrique un fromage. Le fromage, on prend du lait, on augmente d'abord son acidité avec des ferments lactiques. Ensuite, on ajoute de la présure pour le faire coaguler. On obtient une matière solide qu'on appelle le caillé et une matière liquide qu'on appelle le lactosérum ou le petit lait. Et ensuite, suivant le type de fromage qu'on veut obtenir, on va le sécher plus ou moins intensément. C'est-à-dire les fromages à pâte molle type camembert, on les laisse juste s'égoutter comme ça. Et les fromages un peu à pâte plus dure, type Gouda, on va les presser, avec parfois un peu de chaleur, pour vider un peu l'humidité. Et les fromages qu'on appelle à pâte cuite, type parmesan, alors ils vont être chauffés à plus haute température. Et ensuite, on va laisser le fromage s'affiner, c'est-à-dire mûrir en cave. C'est comme ça qu'on fabrique du fromage. Ça fonctionne parce que, en fait, dans le fromage, il y a différents éléments. C'est un produit d'origine animale où il y a donc notamment des matières grasses et des protéines qu'on appelle pour le lait la caséine. Et les protéines, c'est quoi? C'est des filaments comme ça, d'acides aminés, qui ont la particularité de se déformer sous l'effet de certains éléments chimiques et de la chaleur. Okay, c'est par exemple dans l'œuf, l'albumine du blanc d'œuf, c'est de la protéine qui, sous l'effet de la chaleur, coagule parce qu'elle se déforme, elle s'entortille et donc ça devient dur. Okay, alors là, c'est pareil, la caséine du fromage, sous l'effet de ce qu'on va appeler la présure, elle va se déformer et former un solide. Maintenant, cette présure, elle est traditionnellement d'origine animale. Parce que comment est-ce qu'on a découvert le fromage à l'origine? C'est que quand nos ancêtres, les Gaulois, même bien avant, abattaient des veaux, ils trouvaient dans l'estomac des veaux, dans un estomac qu'on appelle justement la caillette, ils trouvaient dans cet estomac, le veau il avait bu du lait, et ils trouvaient du lait qui avait donc coagulé dans cet estomac, et c'était bon. Donc ils mangeaient ça. Et ensuite, ils se sont rendus compte que s'ils prenaient ce résidu de lait caillé et qu'ils le mettaient dans du lait normal, le lait normal aussi, il caillait et il donnait du fromage. Et ensuite, ils ont réfléchi, ils se sont rendus compte que si le lait se trouvait comme ça dans l'estomac, c'est parce qu'il y avait une certaine propriété dans l'estomac lui-même qui faisait que le lait caillait. En fait, c'est des enzymes qui se trouvent naturellement dans l'estomac des veaux. Okay. Donc, de ce fait-là, c'est dans ce contexte-là que nos sages, à l'époque de la Mishnah, ont interdit les fromages fabriqués par les non-juifs. Alors, c'est un passage qui est très particulier. C'est dans la Mishnah, dans Avodah Zarah, dans la Gemara Sedaf, Kaftet Amoudbet, où on liste les différentes choses qui sont interdites, fabriquées par les non-juifs qu'on ne doit pas consommer pour divers problèmes. Et notamment, il y a marqué
Shal Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua, Keshayu Me'alchin Baderech. Rabbi Ishmael a demandé à Rabbi Yoshua, alors qu'ils étaient en chemin, c'est au niveau du He, là, en marge, c'est du Chet, pardon, c'est ici. Ok. Donc Rabbi Ishmael était en chemin avec Rabbi Yoshua et lui a posé la question quand il cheminait. Amarlo, il lui a dit, Mipnema asruk vinot ovde kochavim. Pourquoi est-ce qu'on a interdit le fromage des non-juifs? Amarlo, il a répondu, Mimne shema amidi nota bekeva shel nevela. Parce que on l'emprésure avec le lait caillé qui se trouve dans l'estomac des bêtes qui n'ont pas abattu conformément aux règles de l'abattage juif. Amarlo ve'alo kevat ola chamura mais kevat nevela. Mais pourtant, le lait caillé qu'on trouve dans l'estomac d'un veau qu'on a apporté en sacrifice au temple de Jérusalem, ça devrait être un interdit qui est plus grave que la viande non abattue rituellement, puisque la viande des sacrifices est interdite non seulement de la consommer, mais d'en tirer profit. Donc ça devrait être encore plus grave. Et pourtant, Ve'amru kohen shedato yafa sorefa chaya. On a autorisé, s'il y a un kohen qui aime bien ce genre de nourriture un peu spéciale, il peut la consommer telle quelle. Velo doulo, aval amru en ainin velo mo'alin. Toute une discussion ici. Et en fait, il apparaît, si on lit la suite de la Mishnah, que Rabbi Yehoshua détourne la conversation. Et la Gemara explique un peu plus loin, en Daf Lamed Dalet Amud Bet, où on explique que finalement, ça continue un petit peu plus loin. Plus loin, on a dit, voilà. Maïtama, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu lui répondre? Amarula avait été ma Rav Shmuel bar Abba, Gzera Chadasha Iven et Papekinba. À l'époque, c'était un décret récent et les sages ne voulaient pas que on vienne à remettre en question leur décision. Donc, sur toute discussion sur le fromage comme ça, il faut bien comprendre ça. À la racine, il y a quand même une Mishnah qui nous dit, oui, ça a été interdit par les sages, de manière unanime, et ils ont fait exprès de ne pas nous dire explicitement pourquoi ils l'ont interdit, parce qu'ils savaient que sur ce point-là en particulier, en fait, d'après la Gemara, c'est même une coutume générale à l'époque, que les gens vont commencer à décortiquer les motifs de leur décision et finalement ne vont pas l'écouter. Et pour autant, la Gemara ensuite, elle donne une liste de raisons qui justifient cette interdiction du fromage fabriqué par les non-juifs. On donne 6 motifs principaux. Enfin, 6 motifs, dont 2 principaux. Le premier motif, c'est ce que la Gemara appelle Mishum Nikur, à cause du percement. En fait, c'est par la crainte que le lait, une fois qu'il a été trait et avant qu'on fabrique du fromage avec, ait été laissé dans des pots à découvert et que, dans le langage de la Gemara, qu'il y ait un serpent qui soit venu cracher son venin dedans. C'est un souci général à l'époque du Talmud qu'on craint que des liquides laissés à découvert pendant une certaine période de temps soient contaminés. Alors, contaminé par le venin de serpent, c'est pas absolument exclu qu'en fait ça veuille dire aussi un autre type de contamination. Mais en tout cas, c'est un souci. Ça, c'est le premier motif. Deuxième motif, la discussion entre Rashi et Tosfot pour savoir si c'est le même ou pas, que quand le fromage va être formé, il va rester à l'intérieur du fromage des petites gouttes de lait qui n'ont pas caillé.
Alors, pour Tosfot, c'est la même raison, parce qu'en fait, la Gemara remet en cause cette histoire de dire que c'est à cause d'un poison. Et la Gemara a dit, mais finalement, s'il y a du poison dans le lait, il peut pas cailler. Oui, il caille mal. Donc, on devrait voir tout de suite s'il y a un problème avec le lait, de contamination du lait, quand on le fait cailler. Et alors, quand on répond, c'est à cause des petites gouttes de lait qui peuvent rester dans les trous du fromage. Pour Tosfot, c'est parce que c'est les portions du lait qui ont été contaminées par le venin, et donc qui n'ont pas caillé, mais qu'on ne les voit pas parce qu'elles sont incorporées dans le fromage. Et pour Rashi, en tout cas tel qu'il est interprété par Khatam Sofer, c'est un problème complètement différent. C'est un problème sur le lait lui-même, qu'on verra à la prochaine séance. C'est sur l'histoire du lait chameau, que pour, normalement, le lait avec lequel on fait le fromage est forcément le lait d'un animal cachère. Parce que il faut un certain taux de caséine pour que ça se transforme en fromage. Or, il n'y a que le lait de vache ou de chèvre ou de brebis qui a assez de caséine pour qu'on puisse faire du fromage. Tu ne peux pas faire du fromage avec du lait de cheval ou avec du lait de porc. C'est impossible. Aujourd'hui, c'est peut-être différent parce que tu pourrais rajouter des additifs, mais traditionnellement, c'est impossible. Et donc, on parlera plus précisément la prochaine fois de ce cas-là, mais d'après... Oui. Tout ça, c'est des interdits. C'est les motifs pour dire pourquoi est-ce qu'on a interdit de consommer le fromage des non-juifs. L'histoire du serpent, qu'est-ce que ça changerait si c'était le fromage de juif? Parce que le juif, lui, va faire attention dans sa phase de fabrication à ce que le lait ne soit pas contaminé. Mais le non-juif, il ne fait pas forcément attention. C'est des histoires de normes d'hygiène qui sont interprétées en tant que normes halachiques, tu vois. Et alors pourquoi est-ce que le non-juif, il n'a pas de problème de venin de serpent et le juif, il en a? Bon, peut-être que c'est des... Ouais, bon, c'est des constitutions un peu différentes. Ouais. Okay. Mais donc, pour Rashi, c'est un problème que le non-juif, il aurait frelaté un peu son lait de bête cachère avec du lait non cachère, mais il n'en a pas mis beaucoup, donc ça a quand même formé du fromage, mais il resterait des gouttes de lait non cachère dans les interstices du fromage. Ça, c'est le deuxième motif. Troisième motif, qui va être celui qui va être retenu généralement, c'est parce qu'ils utilisent comme présure de la peau de l'estomac d'un veau qui n'a pas été abattu rituellement. Donc ça, il va falloir qu'on analyse pourquoi c'est un problème. C'est ce qu'on appelle mahamid, c'est ce qui va faire tenir le fromage en masse. Et ensuite, trois autres raisons qui sont généralement écartées. C'est soit parce qu'ils recouvrent leur fromage au moment de l'affinage avec de la graisse de porc, soit parce que ils utilisent du vinaigre de vin non cachère comme présure ou comme ferment lactique, enfin pour quelque chose pour augmenter l'acidité, soit parce qu'ils utilisent de la sève, toujours pour fabriquer le fromage, de la sève d'arbres qui sont hors là, qui sont dans leurs 3 premières années. C'est un problème. Bon, ces trois raisons-là, on s'en occupe pas tellement. Même la raison des gouttes de lait, finalement, pour Tosfot, ça revient à la première raison. Pour Rashi, c'est un problème de lait chameau, donc on n'en parle pas tellement. Les deux grandes raisons, c'est cette histoire de guilouille, de lait laissé à découvert, et de présure animale. Alors, ça, c'est une grande discussion dans les poskim. Et en fait, la raison qui est donnée par le Rif, le Rambam, la plupart des autorités, et reprise par le Beth Yosef, c'est ce problème de présure animale. Donc on va y revenir beaucoup dessus. Mais tu as toute une autre branche, qui est Tosfot, et en particulier Rabbeinu Tam, qui dit que le vrai problème, c'est le problème du venin de serpent. Pourquoi? Parce que ces différents avis sont rapportés au nom de différents maîtres, et celui qui rapporte cette histoire de Gilouï, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Or, on a des principes dans la halakha que Rabbi Yochanan l'emporte sur Shmuel et Rabbi Yoshua ben Levi l'emporte sur Rabbi Yochanan. Or, cette histoire de présure animale, c'est Shmuel, et cette histoire de Gilouï, c'est Rabbi Yoshua ben Levi. Donc la halakha, elle est comme Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un problème de Gilouï, c'est pas un problème de présure animale.
Et donc, de là, Rabbeinu Tam dit que, il faut faire attention aux mots, on ne voit plus aujourd'hui de raison précise pour interdire le fromage des non-juifs, parce qu'on n'a plus ce problème de venin de serpent, parce qu'il n'y a pas de serpent dans nos régions. Et Tosfot, dans la même veine, dit c'est pour ça qu'il y a certains géonymes de Narbonne, parce que dans leur région, il y avait la raison principale qui était Gilou n'existait pas, et que par ailleurs, on fabriquait les fromages exclusivement avec de la présure végétale, à base de fleurs. Donc, même la raison secondaire saute, et donc, ils avaient autorisé de consommer le fromage des non-juifs quand on sait avec certitude que ça a été fabriqué avec de la présure végétale. Et tous les décisionnaires par la suite disent qu'effectivement, c'est resté la coutume de certaines communautés italiennes qui autorisent certains fromages dont ils savent avec certitude que ça a été fait avec de la présure végétale. Le cas du mozzarella autorité italienne, c'est bien d'ici. Alors effectivement, aujourd'hui c'est le cas à Rome notamment sur certaines mozzarella. On va voir que la mozzarella en fait ça pose aussi d'autres problèmes, c'est pas si évident que ça parce que la mozzarella pour le coup c'est un fromage cuit. Donc même si tu n'as pas un problème de présure animale, tu as un problème du processus de fabrication par la suite au moment de la cuisson. On va y revenir. Donc il y a ces deux branches-là. La halacha, pour tout le monde à part quelques communautés italiennes, c'est que même si on considérait que la halacha elle est comme Rabbeinu Tam, que le problème, que la cause essentielle du décret, c'est le gilouï, pour autant, le décret reste en place et qu'on n'a pas le droit de consommer du fromage fabriqué par un non-juif sans qu'il y ait, comme on va le voir, au moins la surveillance, voire la participation d'un juif. Alors maintenant, c'est quoi le problème de cette présure animale ? Donc on sait qu'il y a un interdit dans la Torah, bien connu, de ne pas mélanger le lait et la viande. En fait, plus précisément, c'est de ne pas cuire ensemble le lait et la viande, et si ça a été, et de ne pas consommer ce mélange cuit et de ne pas en tirer profit. Quand c'est à froid, normalement, il n'y a pas d'interdit de la Torah, il y a un interdit rabbinique. Première chose. Donc, quand, dans le processus du fromage, on va rajouter un extrait de l'estomac du veau, donc, où c'est de la viande, dans le lait, on est encore dans une phase d'interdit rabbinique. Et par ailleurs, l'interdit de Bassar Bechalav, de cuire le lait et la viande ensemble, ne s'applique normalement que si l'un des deux représente au moins un 60e du volume de l'autre. Or, quand on met de la présure, on va mettre un tout petit peu de présure dans beaucoup de lait. Donc normalement, on met moins d'un 60e de présure. Ça ne devrait pas poser de problème. Alors, pourquoi est-ce que ça pose un problème ? Normalement, même si on le fait de manière volontaire. D'accord ? En tout cas, le fait que là, de toute façon, c'est pas nous qui le faisons. On parle d'un cas où c'est un non-juif qui le fabrique. Le non-juif, il n'a pas d'interdit. Donc qu'il le fasse de manière concertée. C'est-à-dire que nous, on sache qu'il a fait. Oui, que même si nous, on sait qu'il l'a fait, c'est pas évident qu'on puisse considérer que ça pose un problème, parce que normalement, la règle, c'est en mevatelin isur lechatrila. On n'a pas le droit d'annuler un interdit de manière concertée. D'accord ? Mais encore faut-il que ce soit pour la personne qui le fait un interdit. Pour nous, c'est pas un interdit. D'accord ? Et donc, effectivement, derrière ça, il y a toute cette notion de bitoul, du fait qu'un élément interdit, quand il est en quantité suffisamment infime, s'annule dans la quantité du permis. Sauf qu'ici, il y a une notion qui intervient, qui est justement la notion de Mahamid. Alors, la notion de Mahamid, c'est comme cette présure, elle a un effet visible
sur le produit final, puisque c'est elle qui fait que le fromage, c'est une masse solide et pas du lait. Alors à ce moment-là, on considère que, après c'est des discussions sans fin sur comment ça fonctionne exactement au point de vue de la halakha, mais globalement, l'idée c'est que comme l'effet du produit interdit est visible dans le produit fini, alors on ne peut pas dire qu'il est annulé et qu'il est comme absent, puisque tu vois qu'il a un effet. Donc ces effets le rendent présent. Donc le problème ici, ce n'est même pas encore un problème de bassar bechalav, de mélange de lait et de viande, puisqu'en fait, la présure à la base, avant même le problème de bassar bechalav, vient d'une bête non cachère, donc elle est déjà interdite. Donc, cette présure-là, si elle fait des effets, elle donne des effets, elle est considérée comme n'étant pas annulée, et donc tu manges du fromage avec dedans de la viande non cachère. Même si ce n'est pas un problème de mélanger les viandes, c'est un problème de viande non cachère à la base. Alors que, par ailleurs, et ça c'est le Rimigash qui avance cette thèse-là, pourquoi est-ce qu'on nous parle que c'est un problème de présure non cachère, et pas tout simplement de présure animale qui est mélangée avec du lait? Parce que dans la mesure où on met très peu de présure, moins d'un 60e par rapport au volume du lait, alors à ce moment-là, c'est vrai que la présence de la viande est visible et que de l'autre côté tu as du lait, mais comme la proportion est inférieure à 1/60e, alors ça ne crée pas ce nouvel objet interdit qui s'appelle bassar bechalav, mélange de lait et viande, parce que mélange de lait et viande, c'est des paramètres très précis, il faut que ce soit au moins 1/60e, parce que c'est dans ces conditions-là où normalement on ressent un minimum de goût. Et l'analyse halakhique classique dit que il faut au moins 1/60e pour que bassar bechalav pose un problème. D'accord? Donc, le problème de Mahamid. Il n'est pas distinct le problème du goût et le problème du 1/60e? Je le fais très rapidement, où je dis effectivement 1/60e par rapport au goût. Normalement, c'est comme ça qu'on le présente généralement. C'est vrai que si tu fouilles un petit peu, tu vois que chez Rashi et chez Rabbeinu Tam, c'est pas si simple que ça. On peut aussi, mais là, on fait un chiour de 3 ans là-dessus, sur tous ces sujets de bitoul et de 1/60e et de rov et tout. On l'a déjà fait, il y a des vidéos, il y a des écrits et tout, de 5 années dessus. Mais effectivement, pour Rashi, 1/60e, c'est un problème différent du goût. Rashi il va demander que pour que ce soit annulé, et qu'il y ait 1/60e et qu'il n'y ait pas de goût, l'une des deux n'est pas suffisante. Pour Tosfot, c'est un autre problème. Mais par exemple, pour Rabbeinu Tam, Mahamid n'est un problème que si par ailleurs on a aussi un problème de 1/60e. C'est-à-dire que pour Rabbeinu Tam, si l'interdit représente plus d'1/60e du mélange, c'est pas encore un problème tant que ça ne donne pas effectivement du goût. Mais par ailleurs, si c'est plus d'1/60e et que c'est Mahamid, c'est un problème. Mais Mahamid n'est pas un problème en soi. D'accord ? Et tu as une autre option qui est celle du Reived, qui dit lui carrément que Mahamid, c'est pas un problème. D'accord ? Dans cette histoire de fromage. Et il dit quelque chose qui a des conséquences très très importantes pour toute la cacheroute. Lui, il dit pourquoi est-ce qu'on a interdit la présure non cachère, alors même que Mahamid n'est pas un problème, donc c'est des cas où généralement c'est batel, c'est annulé dans la masse. Il dit parce que quand c'est des non-juifs qui produisent, comme on ne contrôle pas la production, c'est vrai que dans peut-être la majorité des cas, ils mettent suffisamment peu de présure pour que ce ne soit pas un problème. Et comme on ne contrôle pas, il y a aussi des cas où ils mettent plus qu'1/60e, et là c'est un problème. Et donc, il tire une conclusion, il dit, donc, à chaque fois qu'on a un problème général d'introduction d'éléments problématiques dans la composition, dans un produit fabriqué par des non-juifs, on ne peut pas se baser sur les seules proportions. D'accord ? Donc, ça veut dire que quand tu as un produit fabriqué par un non-juif, c'est pas parce que l'élément interdit dans la composition représente moins d'1/60e que c'est permis, d'après le Reived. Ce sera quand même interdit. Okay, donc ça a des conséquences larges. La conclusion générale qui est prise, en général, c'est comme ça. Le Rashba, il a une chita qui est un peu proche du Reived,
où lui, il considère effectivement que le bitoul, ça peut marcher quand c'est fabriqué par les non-juifs, mais que ça peut marcher en théorie, mais que finalement, pour nous, on ne peut pas se baser sur le fait qu'il y ait eu un bitoul par les non-juifs. Alors qu'on ne peut pas... je vais revenir un peu dessus, parce que c'est pas tout à fait clair, mais il y a un problème là-dessus aussi, pour le Rajba. Okay. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, le vrai problème, c'est avec la peau de l'estomac lui-même, quand elle vient d'une bête non cachère. La Gemara parle aussi les cas où la présure, c'est pas la peau de l'estomac, mais c'est le lait qu'on a trouvé dans l'estomac, où là, c'est toute une autre discussion de savoir son statut. Est-ce qu'il a le statut du lait? Est-ce qu'il a le statut de l'animal? Est-ce qu'il a le statut d'un déchet non comestible, etc. Aujourd'hui, ça n'a plus de grande incidence parce qu'on utilise essentiellement soit des présures animales comme ça, soit des présures d'autres d'origine. Okay. Donc voilà comment ça fonctionne. Maintenant, le problème, on l'a bien cerné, c'est que les non-juifs fabriquent des fromages de plusieurs manières différentes. Certains fromages sont fabriqués avec de la présure animale. Donc, on ne peut pas autoriser les fromages comme ça. Et il y a un décret rabbinique qui dit que les fromages des non-juifs sont interdits. Alors maintenant, l'autre dossier qui s'ouvre, c'est savoir exactement qu'est-ce qu'on appelle fromage d'un non-juif et qu'est-ce qui est nécessaire comme intervention d'un juif pour que ça s'appelle le fromage d'un juif. Alors, le plus simple, c'est si finalement le non-juif n'est qu'un employé. D'accord. Si le non-juif n'est qu'un employé, si c'est le juif qui possède l'usine de fromage, c'est-à-dire qui, à la limite, produit le lait ou amène le lait qui a été surveillé comme il faut, et que c'est lui qui fournit la présure, et que c'est lui qui est propriétaire des fromages à la fin, c'est lui qui est propriétaire tout au long, ça ne s'appelle pas du fromage des non-juifs, c'est le fromage d'un juif. Que le non-juif soit un employé, ça ne pose pas un problème, même si c'est lui qui met la présure dedans. Le problème, c'est que dans l'immense majorité des cas, c'est pas comme ça que ça se passe, d'accord ? Dans l'immense majorité des cas, on fabrique des fromages cachers dans le cadre d'usines de fromage qui produisent en général du fromage non cacher. Donc il y a un grand débat de savoir s'il suffit que le juif soit présent pour vérifier qu'il n'y a pas de problème, ou s'il faut qu'il intervienne manuellement lui-même. Le Rama, lui, dit que il suffit que le juif soit présent au moment de l'emprésurage, pour qu'il vérifie que la présure est une présure cachère. Juste présent. Voilà, il suffit qu'il soit là, qu'il voit ce qui se passe. Après, pour l'affinage, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas besoin que le juif soit présent pendant 6 mois dans la cave à fromage pour vérifier l'affinage. Normalement, ça c'est quelque chose qu'on verra aussi dans la prochaine conférence, normalement, il faut, d'après les textes classiques, que le lait ait été surveillé depuis la traite, d'accord, pour qu'on puisse s'assurer que le lait n'a pas été frelaté, qu'on n'a pas mélangé du lait non caché, Pour le Rama, il faut ça ? Pour le Rama, il faut ça a priori. Il autorise a posteriori si on n'a pas vu la traite, parce que, effectivement, dans la mesure où, de toute façon, tu ne peux faire du fromage qu'avec du lait cachère, si c'est un non-juif qui assure la production, le non-juif n'est pas assez idiot pour frelater son lait et ensuite rater ses fromages. D'accord ? Et même si c'est 2 non-juifs, normalement, si le deuxième non-juif qui fabrique le fromage va voir le premier non-juif qui fabrique du lait et lui dit « j'ai besoin de lait pour du fromage », le premier non-juif ne peut pas tricher en frelatant son lait. Sinon, il va avoir des problèmes avec le deuxième non-juif. Donc, il y a même des cas en théorie
ou si on sait que le producteur de lait a produit tel lait spécifiquement pour faire du fromage, en théorie, d'après le Rama, dans certaines circonstances, un juif pourrait l'acheter pour fabriquer du fromage lui-même. Donc ça veut dire que même pour les décisionnaires classiques qui considèrent que le lait doit absolument être surveillé, on est un peu plus cool au niveau, enfin on peut être un peu plus cool au niveau de la surveillance du lait, dans la mesure où ça sert à faire du fromage et que tu ne peux pas faire du fromage avec du lait non cachère, donc que les non-juifs vont pas s'amuser à foutre en l'air leur propre business. Ça, c'est l'option du Rama, qui dit qu'il suffit qu'on soit présent ou qu'on surveille les différentes étapes. Donc, c'est à partir d'ici qu'on peut autoriser le Yossé Benefes pour le Rama. Enfin, il suffit de voir que le juif soit présent au moment de l'enfroidurage. Non, a priori, il ne parle pas de Yotse Yirna, c'est-à-dire de présence intermittente. Il dit qu'il faut quand même que le juif voit effectivement l'emprésurage. Mais c'est vrai que le Chazon-Ish va très loin. Le Chazon-Ish, il dit, en fait, le Rama, quand il autorise le fait de juste voir l'emprésurage et pas de participer physiquement à l'emprésurage, c'est parce qu'ensuite, en fait, le Rama pense que la halakha, elle est comme Rabbeinu Tam, et que en vérité, il n'y a pas de problème, et que à la limite, on pourrait carrément autoriser comme les Géonim de Narbonne, à partir du moment où on a une connaissance absolument définitive à 100%, qu'il n'y a pas de problème. Et donc, en fait, le Rama exige une présence uniquement pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème. Alors que les autres décisionnaires, la plupart des autres, en particulier le Shah, en tout cas le Shah et le Taz, ils disent non, pas du tout, et le Pri Hadash aussi, ils disent tu vois bien que, comme on le verra la prochaine fois, dans le lait chamour, il suffit d'être présent, et que dans le fromage, c'est une autre xéra, c'est un autre contexte, et donc là-bas, on demande pour que ça s'appelle plus le fromage des non-juifs, il faut que le juif participe effectivement à la fabrication du fromage, donc que ce soit le juif lui-même qui en présure le fromage. Ça, c'est la majorité des décisions. Alors, en fait, c'est un grand débat. C'est-à-dire, tu regardes la littérature, tu t'y perds, parce que le Rama, il dit non, il n'y a besoin que de voir. Ensuite, le Shach, le Taz et le Pri Hadash, ils te disent non, c'est impératif que le juif y mette la présure. Et ensuite, tu regardes dans le Pitrei Tshuva, donc qui est la synthèse des différentes positions halachiques après cette époque-là, qui se trouve en bas du Shulchan Aruch. Il dit que la coutume générale qui a été validée par la plupart des décisionnaires, c'est d'être comme le Rama, d'autoriser à juste être présent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas avoir différentes pratiques chez les producteurs. Tu vas avoir certains producteurs de fromage cachère qui disent, écoute, nous on se base sur le Rama et le Pitrei Tshuva, qui disent qu'il suffit que le juif y soit présent. Okay. Ça veut dire qu'à partir de là, on peut aussi autoriser, donc, à partir d'ici, qu'on peut autoriser la caméra qui verrait. Alors effectivement, l'idée c'est finalement, est-ce qu'il a besoin d'être physiquement présent? Est-ce qu'il suffit qu'il y ait une caméra? Mais est-ce qu'il faut que le type soit devant la caméra? Ou est-ce qu'il suffit qu'il puisse regarder la caméra? Tu rentres dans beaucoup de problèmes. Okay, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est une expression dorénavant consacrée. Et de l'autre côté, c'est clair que tous les fabricants de fromage qui veulent faire une fabrication qu'on va appeler laméadrine, c'est-à-dire qui est valable selon tous les décisionnaires, vont te dire non. Tu as le Shach et le Pri Hadash qui te disent qu'il faut que l'emprésurage soit fait par le juif, sinon ça ne s'appelle pas le fromage d'un juif. Donc un truc où juste le type il vient surveiller la production, c'est pas valable. Donc voilà comment ça fonctionne. Et dernier cas, comment est-ce qu'on va fabriquer du fromage cachère? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme présure? Alors aujourd'hui, on a beaucoup de facilité parce que grâce au progrès de la science, on a analysé précisément quel était le principe actif dans la peau de l'estomac du veau
On a vu que c'était une certaine enzyme qui faisait ça. Et donc, on arrive aujourd'hui à fabriquer, si ce n'est exactement la même enzyme, en tout cas des enzymes analogues, à partir de cultures microbiennes ou de cultures de champignons, de micro-champignons, de cultures fongiques. Et auparavant, on avait aussi des enzymes du même genre d'origine végétale. Donc, aujourd'hui, en général, ce sont ce type de présure qu'on va utiliser dans le fromage kasher. Il y a 150 ans, ce n'était pas encore le cas. Donc, c'est poser la question de savoir, est-ce que tout simplement on peut fabriquer du fromage kasher avec de la présure animale d'origine kasher? Voilà, de l'estomac du veau qui a été abattu avec la shrita. Et là-dessus, tu as deux grandes tchouvot. Il y a la tchouva de Rabbi Akiva Eiger et du Khatam Sofer. Alors, il faut savoir que Rabbi Akiva Eiger et Khatam Sofer, ils sont contemporains. On croit souvent qu'ils ont une génération d'écart, mais en fait, ils sont contemporains. On croit qu'ils ont une génération d'écart parce qu'il me semble que le Khatam Sofer a épousé la fille de Rabbi Akiva Eiger. Mais en fait, ils ont à peu près le même âge. Et donc, Rabbi Akiva Eiger, il pose la question. Quand le Shulchan Aruch, il dit que si on a emprésuré du lait avec de la présure kasher, alors si c'est moins d'un 60e, ça reste kasher. Est-ce qu'il parle uniquement a posteriori ou est-ce qu'il parle a priori? Parce que a priori, tu devrais avoir un problème de El mevatelin isur lechatrila. On n'a pas droit d'annuler volontairement un interdit dans du permis. Alors le Rabbi Akiva Eiger, il dit justement là le problème, c'est un problème de basar bechalav, de mélange les viandes. Or, l'objet interdit basar bechalav, du mélange les viandes, n'apparaît que quand ils vont être mélangés dans une certaine proportion. Mais si la viande s'annule directement dans le lait, alors il n'y a aucun instant, ni à T-1, ni à T0, ni à T1, où il y a eu un interdit qu'il faudra annuler. D'accord ? Donc dans un cas précis comme ça, où dès que tu mets la présure, elle disparaît, il dit, ça ne s'appelle pas annuler un interdit, et donc c'est permis de le faire de prime abord. Okay. Le Khatam Sofer, lui, passe sur un autre sujet qui est assez spécial, où il dit oui, mais attention, on a un problème en fait. C'est que c'est vrai que la viande, la présure, qu'on va appeler la viande, que tu vas mettre dans le lait représente moins d'un 60e. Donc, le lait ne devient pas basar bechalav. D'accord ? Mais par contre, la viande que tu mets dedans, elle a beaucoup plus d'un 60e de lait en face. Donc la viande, elle, devient basar bechalav. Alors dans un mélange classique, parce que basar bechalav, ça marche dans les deux sens, d'accord ? C'est le lait qui absorbe de la viande et la viande qui absorbe du lait. Alors, dans un cas classique, où finalement, c'est une petite quantité face à une grande quantité, tu considères que le statut de la grande quantité. Oui. Mais là, comme la viande, elle est mahamide, indépendamment de ça, elle n'est pas annulée. D'accord ? Donc, le lait absorbe la viande et la viande s'annule dans le lait. Mais la viande absorbe du lait. Et comme la viande, c'est ça qui va faire que le fromage y tient, on a dit que c'était mahamide, qu'on considérait qu'il était toujours présent. Donc le Khatam Sofer dit, je ne comprends pas, on devrait interdire du fait que pas que le fromage, mais la présure est devenue basar bechalav, et comme la présure n'est pas annulée parce qu'elle est mahamide, alors on retomberait sur le même problème qu'avec une présure non cachère. Alors ça, c'est son grand chidouche, parce que personne ne dit ça avant lui. Ni le Ramban, ni le Shulchan Aruch, ni le Shach, personne ne dit ça. Lui, il dit ça, ce qui se tient. Et donc, justement, l'histoire du baptême, c'est qu'on ne peut même plus le compter, quoi. C'est comme s'il n'y avait rien. Oui, mais sauf que là, c'est le cas particulier où le mahamide, même s'il est ultra minoritaire, n'est pas annulé. Alors, il est en quantité insuffisante pour transformer le lait en basar bechalav, mais lui-même devient basar bechalav. Et donc, le Khatam Sofer,
il fait toute une chouva parce que c'est un juif pauvre qui pose la question, qui dit j'ai trouvé un moyen de gagner un peu ma vie en fabriquant du fromage kasher, mais je veux savoir comment ça se passe avec la présure. Et donc lui, je rentre pas dans le détail, c'est une chouva un peu compliquée qui fait rentrer beaucoup de paramètres halachiques, etc. Mais bref, il donne une méthode où finalement on met pas l'estomac directement, on le fait macérer dans de l'eau, moins de 24 heures, etc. Et on obtient un, une sorte d'essence euh, de l'eau avec le principe actif dedans et on peut en présurer comme ça. Donc aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, on utilise la présure microbienne. Mais on a ce C'est quoi? problème. On se base sur le Khatam Sofer? On n'a même pas besoin du Khatam Sofer parce qu'on utilise une présure qui n'est pas d'origine animale et d'origine purement microbienne. D'accord. Donc, c'est. Oui. Alors quoi? On a répondu que c'était interdit d'utiliser la présure Alors, d'origine animale? pour le Khatam Sofer, pour utiliser de la présure d'origine animale, il explique il faut laisser l'estomac du veau trempé dans de l'eau pendant moins de 24 heures pour qu'on ne considère pas que ça a mariné vraiment. Euh, et, et à ce moment-là, on le ressort et on peut le remettre encore 23 heures, etc., jusqu'à ce qu'on obtienne Mhm. de l'eau qui, parce que la viande elle-même n'avait pas un statut d'interdit à la base, euh, n'a pas donné de statut interdit à cette eau-là. Et maintenant, cette eau-là, comme elle n'a pas, comme on l'a fait tremper moins de 24 heures, comme on a fait tremper la viande moins de 24 heures dedans, elle n'a pas acquis halachiquement le statut d'une eau imprégnée de viande. Elle a juste récupéré le principe actif. Et donc après, c'est juste de l'eau qui a les propriétés de la présure que l'on met dans le fromage. Alors aujourd'hui, ce principe-là, il sert encore dans certaines productions parce que par exemple, en France, tu ne peux pas fabriquer certains fromages n'importe comment. Alors, il y a des principes, des AOC, appellation d'origine contrôlée, ou les fromages traditionnels, type Roquefort par exemple, tu n'as pas droit de t'appeler Roquefort si tu ne fabriques pas le roquefort de la manière traditionnelle, donc avec de la présure animale. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut fabriquer du roquefort, qui s'appelle roquefort et pas simplement bleu, il est obligé de se procurer de la présure animale certifiée cachère. Ça coûte très cher, il y a très peu de gens qui en produisent, c'est des conditions de production qui sont compliquées, comme on l'a vu avec le Khatam Sofer. Ou alors, tu mens au producteur de fromage. Tu lui Mhm. fais passer de la présure microbienne pour de la présure animale. Mais C'est ça un va, autre problème à l'Afrique. mais ça, tu rentres dans d'autres problèmes parce que finalement, si le juif qui fabrique ce fromage, il est prêt à mentir aux non-juifs, machin, en quoi est-ce que tu peux le croire quand il te dit que machin, okay. Donc ça rentre dans beaucoup de problèmes. Donc ça, c'est les cas qu'on a. Et donc la plupart des fromages aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a certains fromages que tu ne vas pas trouver dans des hashgachot qui sont unanimement reconnus parce que ça pose des problèmes de production à cause de la présure animale cachère, etc. Euh, et les autres vont être produites avec des présures microbiennes. Il y a ensuite une autre classe que les non-juifs appellent fromage, mais qui n'ont pas le statut halachique de fromage normal, d'après la plupart des décisionnaires, c'est ce qu'on va appeler les fromages frais, où en fait dans leur production, il n'y a aucun moment où il y a de la présure qui intervient, c'est uniquement des ferments lactiques. Donc, ça va être, c'est ce qu'on va appeler le boursin ou des choses comme ça. Où en fait c'est fabriqué comme un yaourt, quoi. C'est-à-dire c'est du lait avec des ferments lactiques qui vont le faire un petit peu cailler, qui vont l'acidifier, mais ça va, c'est pas suffisant. Tu peux pas prendre un boursin même non pasteurisé et juste l'affiner et croire que ça va te donner un reblochon. Ça fonctionne Tous pas les comme ça. ferments lactiques sont cachés. Alors, la question des ferments lactiques et du lait, etc., ça c'est la question plus générale du lait chameau ou C'est quoi pas. déjà un ferment lactique déjà? Les ferments lactiques, ce sont des acides qui sont naturellement présents dans le lait et qui vont faire fermenter le lait. Typiquement, tu vois très bien, c'est que quand tu vas laisser un lait à l'air libre, pour ceux qui ont des enfants, ils connaissent bien ça, le cas classique des biberons qu'on a oublié de nettoyer à temps,
Tu reviens un jour après, c'est devenu, t'as une partie liquide et puis t'as plein de petits grumeaux de lait, etc. Ça, on n'a évidemment pas mis de présure dedans. C'est l'effet tout simple des ferments lactiques. Et Ok. tu obtiens du lait caillé, quoi. Euh, donc ça, c'est un autre cas. Ça rentre dans le cas général du lait chameau ou pas. Et par ailleurs, il peut y avoir des problèmes de production parce on peut rajouter des choses là-dedans. Ok. Tout ce qu'on dit ici, c'est en théorie, mais il faut voir les conditions précises dans lesquelles c'est fabriqué. Déjà, indépendamment du problème de la présure, est-ce qu'on rajoute pas d'autres éléments, des émulsifiants, des machins et tout? Ça, c'est problématique. Et ensuite, il y a les conditions de production physique. Parce que le fromage, une fois qu'il a été emprésuré, il faut, pour certains fromages, pour tous les fromages presque, il faut les saler. D'accord. Alors, pour les saler, en général, on les fait tremper dans de l'eau salée, Mhm. dans de la saumure. Or, le sel, du point de vue de la halakha, est un analogue de la cuisson. D'accord. Donc, c'est pas évident que tu puisses, dans une usine qui fabrique en général des fromages non cachers, que tu puisses juste, c'est clair que tu peux pas juste mettre tes fromages cachers dans la saumure où ils font leur fromage non cacher. La saumure, elle, déjà, doit être. euh, c'est même pas Ouais, bichouga, je sais, c'est je juste sais. qu'il y a du goût qui s'est imprégné dans l'eau et dans les ustensiles à cause du pouvoir du sel qui fait que ça extrait le goût. Et donc, normalement, il y a beaucoup de décisionnaires qui exigent que non seulement la saumure soit neuve, mais qu'on ait cachérisé les bacs à saumure aussi. Alors, ça y est, toute une discussion, c'est encore une énorme souga sur le rapport, l'effet du sel sur les ustensiles, je ne rentre pas dedans, mais c'est une option. Et ensuite, pour certains fromages, ils sont chauffés à moyenne ou à haute température. Donc là aussi, tu peux pas les chauffer dans des machines qui servent à cuire du fromage non cachère. Parce que tu vas avoir un problème. Donc c'est Ok. pour ça que, par exemple, jusqu'à récemment, on avait très peu de parmesan cachère. Et tu avais du grana padano, qui a des conditions un peu différentes, qui était produite sous le Hercher du Rav Lubavitch de Milan, Rav Elmaleh. Euh, Nous, comme on est loin, alors évidemment, il y a des fantasmes dessus. Ah, non, 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 bon, euh, Chas v'sholom de dire que c'était pas caché. Euh, mais en tout cas, depuis un an à peu près, Mhm. il y a plusieurs. Il y en a un chez Schneider avec Schneider. le Starkey. J'ai vu, il y en a un autre aussi maintenant avec Schneider, c'est pas Angel, comment il s'appelle, Rabbi Avral Steinbreg. Steinbreg, je sais pas comment. Schneeball. Non, Ouais, non? non, c'est le Starkey. C'est une des grandes agences américaines où il n'y a aucun problème. Il y a un autre parmesan cacher qui est sous le Hashgacha du OK. Donc ça, c'est aussi une grande Hashgacha. Mais pour pouvoir faire ça, il a Et fallu il que. paraît, d'après mes informations, qu'il y en a une dans le Bedding. Il paraît que le Beddin de Paris prépare un Et un parmesan cacher. parmesan, apparemment, comme Tant mieux. ailleurs, les restos, il y Non, en a mais qui. maintenant que c'est lancé, tu vois, maintenant que les agences de cache-route ont réussi à gagner la confiance de tout le circuit de fabrication de parmesan, de leur convaincre que leur présure certifiée cachère va produire un parmesan qui est de qualité, donc ils vont Et pas donc, cette avoir. présure-là, c'est une présure Je pense que c'est une présure animale, animale parce que ça garde, parce que c'est parmesan parce et que sinon ils que. ne peuvent pas s'appeler parmesan. C'est ça. Ok. Donc il a fallu produire de la présure animale cachère. Que économiquement ce soit rentable, c'est-à-dire que tu puisses garantir un certain volume, etc., pour faire baisser les coûts. Et il a fallu ensuite cachériser tous les ustensiles dans les usines de parmesan pour pouvoir faire cuire le parmesan dans ces conditions-là. Et ensuite, il a fallu l'affiner, c'est un affinage qui est très long, donc c'est pour ça que ça arrive que maintenant. Donc voilà, en gros, comment ça fonctionne, le fromage cachère. Donc en conclusion, on ne peut prendre que du fromage sous surveillance rabbinique, à part si on appartient à certaines communautés italiennes. Alors la question qui peut se poser aussi, c'est finalement, aujourd'hui moi je suis en vacances à Rome, Est-ce que je vois ça? est-ce que je peux prendre du fromage là-bas? Alors,
j'ai pas fouillé la question à fond, j'avoue, mais j'ai vu qu'au moins dans le Darkei Tshuva, qui est une autre grande synthèse halachique, c'est un peu l'équivalent du Mishnah Brora sur toutes les histoires de Yoredea. Lui, il dit, regarde ce qui est marqué dans le séif suivant sur le beurre. Parce que dans le beurre, on aura l'occasion d'en reparler, le beurre, c'est pas sur permis, il n'y a aucun problème, etc. Le Shulchan Aruch dit, il y en a qui autorisent et il y en a qui, et il y en a qui interdisent et il y en a qui permettent. Mais le Rama dit là-bas que quelqu'un qui vient d'un endroit où c'est interdit et qui va dans un endroit où c'est permis, quand il est dans l'endroit où c'est permis, il a le droit de consommer le beurre qui n'est pas une fabrication spéciale cachère. Le Darkei Tshuva, il dit c'est la même chose pour le fromage. Donc, celui qui veut s'appuyer sur le Darkei Tshuva pour pouvoir manger une pizza à la vraie mozzarella di bufala à Rome, dans un restaurant cachère avec une bonne surveillance par ailleurs, normalement, d'après lui, il n'y a pas de problème. Mais à part ça, ouais. Bon. Mais en tout cas, à part ce cas-là très précis, aujourd'hui, c'est clair qu'on peut prendre aucun fromage sans une bonne surveillance rabbinique, d'autant qu'en France, c'est clair que le problème de la présure animale non cachère, c'est un vrai problème puisque la loi exige la présure animale dans la plupart des fromages traditionnels. Moi, je prends la mozzarella, t'as vu ça, sur les listes italiennes. Oui, mais et encore sur les listes italiennes, il faudrait voir comment ça se passe. Eux, ils ont sans doute plus d'informations que nous. Mais bon, Mais alors comment ça se passe? oui, C'est alors compliqué à expliquer. c'est sûr que c'est compliqué à expliquer. C'est pour ça qu'on fait ces shiurim là pour expliquer, pour expliquer justement. Okay, donc la prochaine fois, on verra les histoires de lèche amour, qui sont un petit peu grand débat de la communauté juive française depuis quelques années. Et on parlera aussi de tous les dérivés du lait. Alors, je ne sais pas si on va faire un shiur ou deux shiurim là-dessus. Euh, donc, je ne sais pas si on parlera du Nutella dès la prochaine fois. Mais au pire, ce sera dans un mois. Voilà. Allez, merci.